À quelques heures de sa plaidoirie, Emmanuel Franck semble déjà dans sa bulle. Sur ses épaules pèse le sort d'un homme, Cédric Jubilard, accusé d'avoir tué sa femme, Delphine. Depuis plus de 4 ans, avec son associé, Maître Martin, elle a défendu partout son client. Chez les juges d'instruction, lors des audiences, devant les journalistes, devant la famille, les amis. Ça va ? Bon, on reste sur la même répartition des tâches ? Ouais. Mais ce matin, ce sont les jurés qu'il va falloir convaincre. Vous avez dormi combien d'heures là ? 3 heures. Ah oui. Ils ne sont que 2 face à 9 avocats représentant les parties civiles. Salut. Bon, merde. Ouais, courage. Et un avocat général qui a requis la veille 30 ans de prison contre leurs clients. Pendant 4 semaines, nous avons suivi ces avocats se livrer bataille. Dans cette guerre d'arguments et de contre-arguments, où les stratégies se peaufinent en secret. Nous les avons suivis dans ce marathon, où l'endurance est de mise. De longues semaines, sous l'œil des caméras, du public toujours plus nombreux, à essayer de disséquer la vérité d'un homme. Cédric Jubilard, dont l'arrivée le 22 septembre dernier était particulièrement attendue. Un essaim de caméras envahit la salle d'audience du tribunal d'Albi. Tout le monde veut capter cette image. Cédric Jubilard a accepté d'être filmé et ses avocats ont donné leur accord. Ils espèrent montrer la bonne foi de leurs clients. Cet homme n'est pas manipulateur, cet homme est authentique, cet homme vit une souffrance terrible au-delà de la disparition de sa femme, au-delà de la séparation avec ses enfants, en outre une incarcération, un isolement qui était une véritable torture. Allez, je vais vous demander de sortir. Cédric Jubilard, dès le début du procès, de l'audience, c'était comme s'il était quelqu'un en fait de super transparent, qui reconnaît toutes ses bêtises. Il affirme qu'il fume 25 joints par jour. J'assume tout, moi, je n'ai rien à cacher, moi. Alors que justement, en fait, on lui reproche d'avoir caché le corps de sa femme. Mais exposer son client peut se révéler à double tranchant. Cela peut donner des cartes à l'adversaire, les avocats des parties civiles. Il a exhibé l'alliance en se grattant à de nombreuses reprises. Il fait ce qu'il veut. Maintenant, il peut être filmé, mais exhiber l'alliance comme il l'a fait ce matin, c'est à mon sens, et c'est mon interprétation évidemment, quelque peu problématique. Rien ne va jamais, et on le verra au fur et à mesure du procès. Je crois qu'il a été question de son alliance. En porte-t-il une, n'en porte-t-il pas? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Il a un haut de survêtement, c'est pas bien. S'il était venu avec une veste de blazer d'Alexandre Martin, ça aurait été trop. Enfin bon, je ne sais plus quoi faire, et je pense qu'il ne sait plus quoi faire pour plaire et pour avoir l'apparence d'un innocent. Et sauf que peu de gens ont envie de le voir comme un innocent, donc c'est compliqué. Pour le faire acquitter, les avocats de la défense s'attellent d'abord, en cette première journée, à redorer l'image de leur client, à l'humaniser. Ils vont s'appuyer sur les conclusions de l'enquête de personnalité présentée à la cour cet après-midi-là. Attention. Face aux jurés et aux magistrats, l'enquêtrice évoque les fêlures de Cédric Jubilard. Cédric ne se sent pas aimé. Il n'aura pas un père référent. Sa mère lui a donné naissance quand elle avait 15 ans.
Monsieur l'avocat général, avez-vous des questions à poser aux témoins? Comment est-ce qu'il évoque Delphine? Il l'évoque peu. La parole est à la défense. Cédric Jubilard est un peu attachant. Est-ce que c'est comme ça qu'il est perçu par les institutions? Oui. Il a tout vu, tout fait, gueulard, je suis un connard et je l'assume. C'est un peu ça, Cédric Jubilard, vous me confirmez? Oui. Monsieur Jubilard, levez-vous. Vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on dit de vous? Oui, j'aime prendre de la place. Être imposant et me montrer, c'est une certitude. Qu'avez-vous à dire sur les violences que vous auriez subies enfant? J'ai pas été un bon fils, puisque j'ai été maltraité. C'est de ma faute. Comment vous définir? Quelqu'un de simple, extravagant. Ouais, j'aime bien prendre de la place et j'adore donner mon avis sur tout. La pression médiatique, exactement, c'est le bon terme. Moi je trouve que globalement c'est quelqu'un qui agace en fait. C'est quelqu'un qui est sans filtre, effectivement, il le dit, moi je suis un connard et j'assume. Après il faut aller vraiment chercher dans les milieux professionnels pour aller trouver des qualités qui peuvent être pointées par son entourage proche et amical, à part ses copains d'enfance, effectivement quand même tout le monde dit qu'il parle beaucoup, il se fait remarquer, il se met en lumière, il peut être dominant face à les plus faibles. L'enquêtrice de personnalité nous a permis d'appréhender les contours de celle de Cédric Jubilard. Personnalité un peu cabossée depuis l'enfance et des traits saillants. On sent qu'il y a une difficulté qui est repérée par certains agents qui l'ont reçu en placement, qui disent « Mon Dieu, quand il était quitté par une compagne, il se mettait dans des colères absolument épouvantables. » Vous voulez pas aller vers là-bas comme ça? À la sortie de l'audience, face aux médias, la défense continue de décoller l'image de meurtrier qui est plaquée sur Cédric Jubilard depuis plus de 4 ans. C'est vrai que là où la même enfance aurait pu donner un homme rempli de haine et de colère, on se rend compte que ça a développé chez Cédric Jubilard une certaine forme de résilience, quelqu'un qui est un peu heureux de tout, un peu satisfait de tout et qui s'adapte très vite aux situations quand elles lui sont imposées. Petite valise, non? On n'y a pas vendu. Déjà, il fallait rendre à Cédric Jubilard sa dignité. Je vous rappelle, Cédric Jubilard, depuis 4 ans et demi, c'est un fumeur de joint qui ne branle rien, qui ne gagne pas d'argent et qui vit au crochet de Delphine. Aujourd'hui, c'est terminé. Monsieur l'avocat général vous a dit c'est un bosseur. Aujourd'hui, c'est terminé. Il participe à 1/3 des frais de la famille. C'est bien normal, il gagne 1/3 pendant que Delphine gagnait 2/3. Voilà. On sait qu'il bosse, on sait qu'il a participé, on sait qu'il a travaillé au black, qu'il a fait ce qu'il a pu. Ce soir, la défense pense avoir rempli cette mission de réhabiliter l'image de Cédric Jubilard. Mais la journée qui s'annonce le lendemain va leur réserver quelques mauvaises surprises. Cette matinée est consacrée à la grande absente de ce procès. Delphine. On va parler de Delphine, on va parler de qui elle était, de ce qu'elle faisait, de son lien avec les enfants. C'était une infirmière remarquable, c'était une mère dévouée, c'était une amie et je pense que ça va être mis en évidence ce matin. Vient ensuite le premier coup de tonnerre de ce procès. Le témoignage de l'administratrice des enfants du couple Jubilard, celle qui gère leurs intérêts. La cour, veuillez vous lever. Louis et Elia Jubilard, 11 ans et 6 ans aujourd'hui, ont déjà une intime conviction. Louis est convaincu du décès de sa mère. Elia, la petite, elle, pense qu'elle est vivante. Récemment, elle a eu en cadeau une baguette magique. Comme elle a du mal à dormir, elle fait abracadabra pour que sa maman revienne, pour ne pas l'oublier. Louis est persuadé que son père est coupable. La première personne qui peut les aider en disant la vérité, c'est vous, monsieur Jubilard. Venant de son propre fils, l'accusation est lourde et difficile à encaisser. À la barre, l'avocate de Cédric Jubilard tente d'adoucir l'image négative de son client. Votre fils Louis a demandé à vous voir.
Est-ce que vous avez envie que vos enfants viennent vous voir en prison? En prison, non, mais en visio, oui. On vous l'a proposé? Non, personne. Vous avez baissé les bras? Mon dernier courrier date du 28 juillet et mon courrier n'a toujours pas été transmis. Les avocats essaient alors d'affaiblir le témoignage de l'administratrice. Est-ce que, en tant que partie civile, vous pensez que Cédric Jubilard est coupable? Et vous demandez à vos avocats de le dire? Oui, c'est ma position. Je n'ai pas le sentiment que vous rapportez la parole des enfants. Quel est le positionnement normal d'un administrateur? Vous devez avoir une neutralité dans l'intérêt des enfants, non? Je représente l'intérêt des enfants. Moi, très naïvement, je pensais que vous ne deviez pas vous positionner. Je ne représente pas les enfants, je rapporte la parole des enfants et je fais valoir leurs intérêts. À la sortie, les avocats des parties civiles s'insurgent de la façon de faire de la défense. La stratégie de la défense aujourd'hui, c'est de décrédibiliser la position de l'administrateur ad hoc en disant c'est vous qui avez influencé Louis, c'est vous qui avez induit les propos qu'il a pu tenir, c'est-à-dire qu'il pense que son père est coupable et c'est pas votre rôle, vous devez être neutre. En fait, ils veulent qu'on se taise. L'après-midi, les avocats de la défense vont continuer de riposter et ne pas laisser l'émotion s'imprimer dans la tête des jurés. Seule solution, revenir sur le terrain factuel et les failles supposées de l'enquête, avec l'audition des premiers gendarmes arrivés chez Cédric Jubilard le soir de la disparition. Selon la défense, l'enquête sur la disparition de Delphine a été menée à charge. Vous appelez Anne, la meilleure amie de Delphine, lors de votre première patrouille chez les Jubilards, c'est exact? Oui. Dans votre procès-verbal, vous écrivez qu'Anne nous confirme que Delphine se promenait parfois la nuit avec ses chiens. Alors pourquoi, à la barre, vous ne reparlez pas de cette information? Je l'ai écrit et signé à l'époque, mais là, je ne m'en rappelle plus. Vous n'avez pas relu votre audition? Si. C'est quand même dommage, parce que c'est un élément à décharge. C'eût été bien que ce soit dans votre résumé que vous avez lu à la cour aujourd'hui. La deuxième gendarme omet elle aussi d'évoquer cet élément à la cour, ce que ne vont pas manquer de souligner les avocats de Cédric Jubilard et suggérer une connivence pour faire inculper leur client. Êtes-vous briefé avant de venir? Non, je prépare seule. Donc seule, vous oubliez la même chose que votre collègue qui a préparé seule, elle aussi, on est d'accord? Vous vous êtes réunis avec les enquêteurs? Oui. On avance. Ce n'est pas votre procès, mais comme par hasard, vous faites la même erreur. L'angle d'attaque de la défense, c'est de dire que cette enquête, elle a été mal faite par certains moments, qu'il y a un faisceau d'indices ici et là, mais pas de preuves irréfutables. Et même les petits indices, ils vont tenter de les faire tomber un à un. Venir sur cette troisième journée de procès dans l'affaire Jubilard. Avec de nouveaux témoignages qui sont très attendus aujourd'hui. Rendez-vous importants et des auditions, notamment des enquêteurs cet après-midi qui sont prévus. En cette matinée pluvieuse, la défense arrive pleine d'espoir pour la troisième journée du procès. Un homme est très attendu, le directeur d'enquête. Ce major de gendarmerie, 55 ans et 31 ans de service, va passer plus de 7 heures à la barre, malmené par les avocats de la défense. Ils veulent démontrer que l'enquête est orientée. Dès le début de sa déposition, le major Lorvelec assume son enquête et ses conclusions. Cédric Jubilard avait la motivation et le mobile. Et ce soir-là, il avait surtout l'opportunité. La défense passe alors à l'offensive et commence le contre-interrogatoire. Ces lentilles, elle les range où? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez fouillé ces sacs à main? Non. Est-ce que l'étui à lentilles a été vu? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a eu un inventaire de ces sacs à main. Vous êtes directeur d'enquête et vous ne le savez pas. Je vous confirme, il n'y a jamais eu d'inventaire de ce sac à main. Et à l'heure où on parle, il y a peut-être encore à l'intérieur l'étui à lentilles.
Maître Franck enchaîne sur cette découverte. 7 mois après la disparition de Delphine Jubilard, le livret de famille est retrouvé sur la voie publique à Albi. Un élément clé que les enquêteurs n'auraient pas suffisamment exploité selon la défense. Dans quel état il est? On ne sait pas. Qu'il retrouve? On ne sait pas non plus. On apprendra après qu'il est en très bon état, ce qui pose question. Et vous n'avez pas fait un petit prélèvement ADN dessus? Mais vous voyez que c'est grave là. Je n'ai pas de réponse. Pendant plusieurs heures, le directeur d'enquête est passé sur le grill. Et la défense marque indéniablement des points, même si l'accusation a du mal à le reconnaître. C'était dans la forme très agressif à l'encontre des enquêteurs. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas forcément à ça. Ce n'est pas des arguments qui vont faire douter de la culpabilité. Ce qui sont mis en évidence, c'est des critiques sur des actes d'enquête qui n'auraient pas été faits correctement, sur des investigations qui auraient été insuffisantes. Mais sur le fond, je ne pense pas du tout que ça ait affaibli l'accusation. On sent que pied à pied, ils ne vont pas lâcher pendant 4 semaines. À chaque fois qu'il y a moyen de retourner un témoin et de montrer qu'il y a des failles, ils vont aller là-dedans. Soulagé d'avoir passé cette journée, on savait que c'était une journée importante puisqu'on allait enfin croiser notre véritable adversaire, puisque depuis le début, on ne va pas se mentir, c'est M. Lorvelec qui a mené toute cette enquête et qui a également mené cette instruction. On a dit pour le directeur d'enquête qu'on attendait avec impatience que le directeur d'enquête vienne nous expliquer sur quoi on doit se défendre. Bon, ça c'était ça, mais on a pu poser toutes les questions que l'on voulait et je pense, en tout cas j'espère, que nous avons mis en exergue tous les manquements de cette enquête et puis pour finir quand même l'absence de preuves totales qui permettrait de condamner Cédric Jubilard. À la fin de la première semaine, c'est fatigant. Le doute ne s'est pas dissipé sur l'issue du verdict. Par contre, il faut être sportif. Mais les avocats de Cédric Jubilard sont plutôt confiants. Ils ont encore plusieurs cartes à abattre. Oui, ça vient. Et ils les préparent chaque soir dans l'appartement qu'ils ont loué le temps du procès. Donc celui-ci, c'est un ami, c'est ceux avec qui il jouait, j'imagine, au Boulodrome, là. Pourquoi ils l'ont fait citer, lui, il n'y a rien? On sait ce qu'on a à faire, on relit, on échange un peu. Les réunions de travail, on les a faites bien en amont. Là. Et évidemment, avec la mémoire, on se souvient de ce qu'a dit un tel, mais enfin, c'est bien d'avoir un petit rafraîchissement de la mémoire le soir ou le matin. Je suis plutôt du matin, donc je me lève tôt. Je relis les auditions des personnes qui vont être amenées à témoigner. Comme ça me les remet en tête de manière un peu plus fraîche et ça me recale les idées juste avant le démarrage de l'audience. Cette semaine, la défense a pu marquer des points en affaiblissant les conclusions de l'enquête. Mais l'accusation a prévu de confronter Cédric Jubilard à ses mensonges. Et cette fois-ci, les avocats n'auront pas la tâche facile. Pour reprendre la main cette semaine, l'un des avocats des parties civiles a décidé de présenter un document inédit à la cour. Un enregistrement de Cédric Jubilard capté à son insu par un proche de Delphine, seulement 33 heures après la disparition. Elle était ta sœur sur tous les réseaux sociaux. Les jurés prennent des notes tout au long de l'écoute de cet enregistrement de 20 minutes. Cédric Jubilard critique sa femme, tout juste disparue. Elle m'a toujours fait passer un second plan. Le seul truc que je trouvais déplorable, c'est qu'à la maison, j'avais tous les raisonnements du monde parce que j'en avançais pas. Ouais. Mais j'étais aussi tout seul. Mais Cédric Jubilard affirme également qu'il tient à chercher sa femme. J'ai vu le maire, j'ai demandé pour la battue et tout, il m'a dit on attend, laissez faire les gens. Bon, sérieux aujourd'hui encore. Mais si tu veux que nous, on prenne des initiatives pour faire des battues, non. Non. Ouais. La gendarmerie ne veut pas, c'est ce que j'essaie d'expliquer à Patrice. On doit aller avec eux. Et on ne doit pas aller avec eux. Dans le même document, Cédric Jubilard esquisse déjà des hypothèses étonnantes quant à la disparition de sa femme.
Moi, comme je t'ai dit, elle m'a dit une fois que dans sa tête, elle était déjà loin. C'est ça qui me revient. Et le fait qu'elle priait. C'est les deux seuls trucs qui me... Ça m'étonne. Le fait qu'elle prie, je sais pas. C'est ça. Prier pourquoi elle t'a pas dit? Non, si tu veux, on discutait là et puis elle me dit de toute façon, je me suis mis à prier. Et bon, tu pries? Oui, oui. Je fais qui? Elle me fait, ça te regarde pas. Il a émis l'hypothèse que Delphine pouvait être partie faire le djihad ou avoir rejoint les témoins de Jéhovah. Et pour expliquer ça, pour donner corps à cette théorie, il va expliquer qu'elle monte sur le canapé, qu'il la surprend à genoux sur le canapé, main vers le ciel, en priant, on ne sait trop quel Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est sa capacité à construire un mensonge à brûle-pourpoint et sa capacité à inventer sans qu'on lui laisse le temps de réflexion. Peu à peu, c'est le portrait d'un homme dur, autoritaire et violent qui se dessine. Un mari humiliant et un père aux méthodes éducatives brutales. À la barre ce mardi, c'est la sœur de Delphine Jubilard qui témoigne. Elle raconte l'ambiance des réunions de famille. Quand on se retrouvait pendant les fêtes, il pouvait être énervé. On pouvait le constater quand il parlait à Delphine ou à Louis. Au repas de famille, Louis avait 5 ans, il jouait et il courait, et Cédric était sur un tabouret et lui a donné un coup de pied assez violent. Il disait à Delphine de ne pas s'en mêler, qu'il fallait l'élever à la dure. Face au comportement de son mari, Delphine Jubilard semble souvent honteuse et impuissante. Il était violent à l'égard de Delphine, il la rabaissait, il la mettait pas en valeur, il était méprisant à l'égard de son fils. Vous avez entendu que pendant 3/4 d'heure, 1 heure, il le mettait au coin, à genoux à terre, bien sûr. Voilà, et vous avez surtout entendu qu'il ne se remet pas en question. Il banalise ses violences, c'est quand même scandaleux. J'essaie de lui faire dire qu'elles étaient régulières, il peut concéder des gifles, mais il n'y a pas de remise en question. Derrière la vitre de son box, Cédric Jubilard refuse d'être accusé de maltraitance. Il essaye comme il peut de se justifier. Les enfants, c'est sûr qu'il faut qu'ils aient peur, mais je ne les terrorisais pas. On passait de très bons moments ensemble. Oui, il faut qu'ils aient peur, sinon on se fait bouffer. Ça donne une coloration à cette affaire. En fait, Cédric Jubilard, il était violent à l'égard de Louis. Il était violent psychologiquement, même à l'égard d'Elia, puisqu'il a traité d'handicapé. Il disait à des personnes de la famille, tiens ton handicapé, parce qu'elle avait 18 mois et qu'elle ne marchait pas encore. À la fin de cette journée, quelle image garderont les jurés de Cédric Jubilard? Celle de l'homme authentique, travailleur, défendu par ses avocats. Merci. Ouais, merci beaucoup. Ou celle du père de famille, maltraitant ses enfants. Les jurés, après ils se feront leur idée et c'est eux au final il faut respecter. S'ils avaient une idée avant, peut-être que cette idée elle évolue. Je n'en sais rien, dans un sens ou dans l'autre. On fait notre boulot, il y a une audience, on avance petit à petit et puis on en tirera au final des conclusions, des arguments. C'est une dialectique, un procès. Chacun pose des jalons et à un moment donné il faudra tout ramasser dans la plaidoirie. Et la journée du lendemain va mettre encore un peu plus en exergue une autre facette de l'accusé. L'actualité judiciaire qui est toujours dominée par ce procès passionnant, médiatique, le procès Jubilard. Témoin central dans l'affaire Jubilard, Anne, la meilleure amie de Delphine, sa confidente aussi, elle est à la barre aujourd'hui. Dans quel état d'esprit vous êtes ce matin? Toujours le même. Fatigué. Fatigué, concentré et combatif. La défense se tient prête à encaisser les coups. Ce mercredi 1er octobre, c'est l'heure des premières attaques frontales envers Cédric Jubilard. Et l'une d'entre elles pourrait venir de cette femme, Anne, la meilleure amie de Delphine, qui s'entretient avec son avocate juste avant de témoigner devant la cour. Son audition est capitale. Elle était la confidente de Delphine et connaissait très bien l'état du couple et l'attitude de Cédric en privé. C'était lourd, pesant, il la surveillait, il insistait pour savoir à quelle heure elle rentrait. Pour moi, il n'était pas d'accord pour se séparer. Pendant plus de 3 heures,
la meilleure amie de Delphine Jubilard dresse le portrait d'un homme devenu oppressant et menaçant. Un jour, il m'a dit, si elle a un amant, je le lui ferai à l'envers. Cette femme est intéressante parce qu'elle a été la témoin notamment de menaces ou en tout cas de paroles un petit peu étranges de la part de Cédric Jubilard qui lui a manifestement confessé que s'il découvrait bel et bien que Delphine avait un amant, eh bien il allait lui faire à l'envers. Alors on ne sait pas de qui il parlait à ce moment-là. Est-ce qu'il parlait de Delphine? Est-ce qu'il parlait de l'amant? Est-ce qu'il parlait d'autre chose? Pour la première fois depuis le début du procès, la défense de l'accusé semble en difficulté. Et l'après-midi pourrait être encore plus compliqué. Avec une ancienne voisine attendue par la cour, elle aurait entendu une phrase glaçante de la part de Cédric Jubilard. À l'époque, le couple n'a pas d'enfant et Delphine Jubilard est enceinte. C'était un matin, j'avais la fenêtre ouverte. J'ai entendu de gros éclats de voix. Je me suis approchée. Cédric Jubilard disait à sa femme « Mets-toi à genoux, baisse les yeux quand je te parle ». Ça s'est arrêté d'un coup. J'ai surveillé qu'elle sorte bien ensuite. J'ai vu le couple sortir. Le lendemain, j'ai pu parler à Delphine. Je lui ai dit « Il serait temps de vous mettre du plomb dans la tête car je vois que vous attendez un heureux événement. » Confronté à ce témoignage, Cédric Jubilard nie. Je n'aurais jamais parlé à ma femme comme ça devait être au chien, mais pas à elle. Alors pourquoi votre voisine dirait ça ? Elle aussi dit que je jouais au ballon dans la rue, et elle dit avoir appelé les gendarmes, mais il n'y a jamais eu de gendarmes. Elle se fait des idées. Vous dites que c'est une menteuse ? Au sujet du chien, oui. Il va inventer, à la base, que finalement ses propos étaient envers son chien, comme si on pouvait mettre un chien à genoux et comme si on pouvait dire à un chien de remonter le regard une fois qu'on le lui dirait. Il tente quelque chose, je parle au chien, il voit que ça va pas, il change d'explication, il change de justification et c'est finalement ce qu'il fait depuis le début. Elle est partie promener les chiens au milieu de la nuit, tout le monde se rend compte que c'est faux. Elle a dû partir refaire sa vie, mais en fait elle a laissé tous ses papiers, donc c'est faux. Elle a dû partir faire le djihad, elle a dû aller dans une secte. Et voilà, il teste des choses et il s'adapte à chaque fois en fonction des réactions. La fin de cette deuxième semaine aura-t-elle éclairci les idées des jurés ? Le problème de Cédric Jubilard, c'est qu'on a le sentiment qu'à chaque fois qu'on lui oppose un témoignage, c'est toujours le témoin qui ment. Ça commence à faire beaucoup de monde, parce qu'en réalité, les personnes qui parlent de ce que Cédric Jubilard a pu leur livrer, ils se comptent en dizaines. Depuis le début du procès, la défense avait coché cette date du 6 octobre. Un lundi pour tout faire basculer. Il est 9h30. L'audience vient de démarrer quand l'amant de Delphine Jubilard entre en scène. Pour la première fois, Cédric Jubilard découvre son rival. Un amant nommé Donajan et âgé de 44 ans. Il fréquente Delphine Jubilard depuis près de 5 mois au moment de sa disparition. Une histoire d'amour secrète. Quand la présidente a demandé aux policiers de faire rentrer ce témoin dans la salle, tout le monde a frémi. L'amant, c'est l'homme que l'on attendait tous. On n'avait encore jamais vu son visage. Même Cédric Jubilard n'avait jamais encore vu son visage. C'était la première fois que ces deux hommes étaient face à face. On ne savait pas ce que ça allait donner. On était dans le même cas de figure. On avait tous les deux épuisé notre capital dans notre couple. Cela a matché, ça a fonctionné, ce n'était pas qu'une histoire charnelle. À quel rythme vous vous êtes vus ? On arrivait à se voir 2 fois par mois, on était tous les deux dans l'ombre, en position d'adultère. L'amant revient longuement sur ses dernières semaines avec Delphine Jubilard, leur projet d'avenir. Il en profite pour asséner sa certitude sur ce qui est arrivé à sa maîtresse. Oui. Aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que c'est Cédric Jubilard qui a fait disparaître sa femme. Dans son box, Cédric Jubilard reste impassible. Ses avocats, eux, décident de lancer la contre-attaque.
Est-ce que vous vous êtes rendu à Cagnac-les-Mines ce soir-là? Je ne me suis jamais rendu à Cagnac-les-Mines. Derrière l'apparence d'une question banale, se trouve peut-être le point de bascule de ce procès. Une brèche dans laquelle l'avocate de Cédric Jubilard s'engouffre. Il y a quelque chose d'assez grave dans le dossier qui n'intéresse personne. Vous êtes dans une liste des numéros recensés sur la couverture du domicile des Jubilard dans la nuit des faits. Je ne comprends pas bien la question. Votre téléphone capte une cellule qui couvre le domicile des Jubilard entre 22h et 6h du matin. Je ne peux pas répondre quelque chose de cohérent à votre question. J'étais chez moi. Coup de théâtre en pleine audience. Là, stupeur totale dans la salle. On a presque tous eu un moment où on s'est arrêté de respirer. D'un seul coup, l'amant est devenu potentiellement un suspect. Parce que personne, en fait, n'avait connaissance de cet élément dans la procédure qui avait échappé visiblement à tout le monde, à toutes les parties. Les avocats de Cédric Jubilard assurent que le téléphone de l'amant a déclenché une cellule à proximité du domicile du couple dans la nuit de la disparition. L'avocate de Cédric Jubilard va même plus loin. Selon elle, si la ligne téléphonique de l'amant est quasiment invisible dans le dossier, ça ne serait pas un hasard. Cet élément a été volontairement retiré par les enquêteurs. Vous avez des réquisitions pour des numéros qui figurent tous au dossier, sauf le sien. Voilà où on en est. Il y a eu 216 études téléphoniques et il n'en manque qu'une, la sienne. Quand on est capable de falsifier un dossier, c'est que là, on n'a pas voulu chercher ailleurs pour préserver la piste et unique piste qui les intéresse depuis le premier jour, celle de Cédric Jubilard. Messieurs, dames, pardon. Dans les couloirs, l'ambiance est électrique. Et toi ? La stratégie du coup d'éclat en pleine audience n'est pas du coup de tout le monde. Oui, ils essaient de faire diversion. En fait, ils essaient de lancer des pistes. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que si vraiment ils y croyaient à ces autres pistes, ils auraient fait des demandes d'actes. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme demande d'actes? D'aller fouiller des maisons sur indication de voyante. Hein, ils n'ont pas été demandés qu'on investigue davantage sur ces éléments. C'est pas pour rien. Le lendemain, le gendarme qui a travaillé sur la téléphonie est à nouveau convoqué. Les journalistes à l'OGT, ils sont hyper captifs. C'est déjà bien, mais après il faut qu'ils soient captifs dans le bon sens. Ça c'est bien sûr. Il doit expliquer à la cour les incohérences de son dossier. La défense de M. Jubilard a soulevé une contradiction dans cette procédure. Pouvez-vous nous expliquer ? Sur la présence de données agents sur ce listing, en fait c'est une erreur de ma part. Le numéro figure bien sur ce listing en tant que correspondant de Delphine Jubilard dans l'après-midi. C'est son téléphone à elle qui borne à Cagnac ? Oui. La cour est médusée. On peut s'interroger sur ce type d'erreur, monsieur. Comment l'expliquer ? J'ai réalisé un copier-coller et je n'ai pas fait de vérification. C'est un travail technique, il faut manier des logiciels. C'est moi qui ai fait une erreur et il n'y a pas de vérification derrière. Comment une telle erreur a-t-elle pu être commise dans un dossier où chaque élément peut accabler ou disculper Cédric Jubilard? À la sortie d'audience, la défense doit faire bonne figure. Son coup de théâtre s'est transformé en coup dans l'eau. Nous, ça nous inquiète sur l'amateurisme de certains enquêteurs dans ce dossier. Les jurés pourraient avoir d'autres doutes, mais cette fois-ci, sur l'innocence de Cédric Jubilard. Lorsqu'un expert démontre à la cour que les lunettes de Delphine retrouvées chez elle ont été cassées à cause d'un très fort impact, suggérant un coup de poing et peut-être une lutte la nuit de sa disparition. Vous avez entendu l'expert qui dit que ces lunettes sont hors d'usage. Comment expliquez-vous que les lunettes de votre épouse sont dans cet état-là ? Je sais que la petite les a fait tomber à plusieurs reprises, mais je ne sais pas. Ce ne sont pas mes lunettes. Une branche va être retrouvée derrière le canapé. Comment l'expliquer ?
Je n'ai aucune explication là-dessus non plus. Là, aujourd'hui, quand on lui pose la question de la violence sur la perte de lunettes, c'est pas une violence, c'est simplement que son épouse s'amuse à déboîter toute seule la paire de lunettes et que si toutefois il y a eu une scène de violence, eh bien c'est peut-être que quelqu'un est rentré dans le domicile, procédé à ces violences sans que lui n'entende rien parce qu'il est en train de dormir. Enfin là, on commence à tomber dans l'absurde et c'est évidemment ridicule. Chacun repart avec un sentiment mitigé. Demain, une mère est attendue à la barre, celle de Cédric Jubilard. Tout le monde s'interroge sur sa future attitude vis-à-vis de son fils. Elle n'a raté aucun des débats. Elle a tout écouté. Et ce jour-là, c'est elle, la mère de Cédric Jubilard, qui a dû parler à la cour. Après son audition, Maître Batik vient même la soutenir. Delphine était athée puisque ça m'avait pas gêné. Ouais. Mais je me suis dit, ouais, peut-être qu'il s'est tourné là. Oui, c'est totalement possible. Hein. Ouais, ciao Diane. C'est totalement possible. Il y a des conversions, il y a des gens qui se convertissent, ça aurait pu être ça. Quoi. Oui, voilà. Là, c'est juste que quand on interroge l'entourage, ça marche pas. Et les gens qui se convertissent, généralement, ils se radicalisent très vite. Quoi. Elle assure ne pas être venue pour témoigner contre son fils. Mais ses confidences ont pourtant pesé lourd sur la défense de Cédric Jubilard. Elle a raconté une scène accablante pour son fils. On discutait, il était très agité, il était énervé envers Delphine. Et il m'a dit cette phrase que, je vous avoue, j'en ai marre de répéter. Et je ne la répéterai plus. Il lui confie 1 mois avant sa disparition qu'il veut la tuer. C'était des paroles en l'air pour moi, sur le moment. D'ailleurs, je lui dis arrête de raconter des conneries, c'est du n'importe quoi. Voilà. Pour la défense, c'est encore un coup dur. Elle va dire à la barre ce matin qu'elle le regrette et qu'elle aurait dû prendre plus au sérieux cette phrase parce qu'on n'en serait pas là. La phrase « on n'en serait pas là » veut tout dire. C'est-à-dire qu'à travers son témoignage, elle accuse son fils d'avoir fait disparaître Delphine Jubilard. Et c'est terrible. Voilà pour vous, bon appétit. Les confidences de cette mère ont pesé lourd sur la défense de Cédric Jubilard. Je n'ai pas trop la sensation qu'elle essayait d'humaniser Cédric. Je pense surtout qu'elle essaye, elle, de s'humaniser et de se rattraper peut-être d'un certain nombre de manquements qui ont été les siens. Très particulier, son témoignage est extrêmement dérangeant quand on pense que c'est une mère. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Cédric Jubilard, par l'intermédiaire de ses avocats, c'est-à-dire par notre intermédiaire, nous a demandé de ne pas l'accabler, donc en tout cas, lui reste un fils. Après ce spectaculaire début de 3e semaine d'audience, la défense parviendra-t-elle à garder l'initiative ? Ce mercredi, des anciens codétenus de Cédric Jubilard vont témoigner à la barre. Parmi eux, un voisin de cellule, Marco. Non, la justice m'a demandé, je suis venu. Il a passé 19 années derrière les barreaux et a partagé quelques mois sa cellule avec Cédric Jubilard en 2021. Une nuit, vers 4-5 heures, il m'appelle à la fenêtre. Il me dit « Je m'en suis débarrassé de l'autre. Elle a envoyé des messages à l'autre connard, j'ai pété un plomb. » Ces abrutis, ils ont même pas retrouvé le couteau. Il me dit aussi où elle est enterrée, que c'est un endroit qui a déjà brûlé. Il y a 2 accès, c'est en plusieurs nuits, en plusieurs moments. Vous dites que vous avez le code d'honneur, on ne touche pas aux femmes, on ne touche pas aux enfants. C'est assez savoureux de la part d'un homme qui a été condamné pour viol avec acte de torture et barbarie, avec objet contendant. Mais c'était sur un garçon. Ah, si c'est sur un garçon, ça va. Cédric Jubilard est invité à réagir aux propos de son ancien voisin de cellule. L'échange est de nouveau succinct. 95% de ce qu'il dit est faux. Donc 5% est vrai. Oui, j'ai dit que j'étais le mec le plus cocu du Tarn et que le corps était dans la ferme qui a brûlé. Pourquoi lui avoir dit ça ? Il me gavait à me poser la question tous les jours. Comme ça, il a sa réponse et il me fait plus chier. Est-ce qu'on doit considérer que c'est une blague ? Oui, de mauvais augure, mais c'est une blague.
Quel crédit accorder à ce témoignage qui semble accablant? Marco est qualifié de mythomane par d'autres prisonniers. Comment s'est passé cet après-midi? Vous avez pu dire votre vérité? Je suis un peu surprise des personnages que nous voyons et auxquels la justice entend accorder une certaine confiance. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir convaincu? J'ai pas à convaincre, honnêtement, j'ai pas à convaincre. Je suis venu, j'ai fait mon travail. À la sortie de son audience, nous accompagnons l'ancien codétenu jusqu'à une brasserie proche du tribunal. Comment il était en prison? Eh bien, une star. Qui se fait insulter tous les jours, mais une star. Trop de caractère, trop de moi-je. Nous recueillons son intime conviction sur Cédric Jubilard et ce dont on l'accuse. Il a longuement préparé. Il a fait la localisation, il a vu qu'elle achetait des petites tenues, il a vu aussi. Ça, pour encaisser ça à un homme de garder dedans, quand ça explose, ça explose. Ces confidences troublantes ne constituent pas pour autant des aveux. Et face à la cour, Cédric Jubilard se montre beaucoup moins prolixe. Sa défense a décidé d'en faire un muet parce qu'ils vont porter la discussion sur le terrain des grands principes, le bénéfice du doute qui doit profiter à un individu qui n'a jamais rien avoué, le corps de la victime n'ayant jamais été trouvé. Il a une vocation assez naturelle à se tirer des balles dans le pied, donc il vaut mieux qu'il se taise. Quand il ne se tait pas, Cédric Jubilard doit compter sur sa défense pour tenter de justifier sa façon de s'exprimer. On est en permanence dans ses reproches, dans cette caricature, donc c'est très éprouvant pour lui de voir que quoi qu'il dise, ça va susciter des petits sourires en coin, y compris quand il est sincère, et que cette sincérité, elle n'est pas toujours à son avantage. Parce que quand il dit oui, des fois je pouvais dire à Delphine et à d'autres c'est une salope, c'est une connasse, ben c'est pas bien et tout le monde en est très offusqué, mais tout ça c'est pas de la culpabilité. À l'aube de la 4e semaine, un rendez-vous pourrait le faire craquer d'après l'accusation. Son interrogatoire. Pendant 2 jours, et durant 8 heures, Cédric Jubilard est bousculé, malmené. Quelle explication vous donnez à la disparition de votre épouse? Je n'en ai aucune, et j'aimerais en avoir une pour pouvoir leur donner. Vous pensez qu'elle a pu se suicider? Je ne pense pas. Elle a pu disparaître volontairement? J'en ai aucune idée, je n'espère pas. Je peux vous assurer qu'il ne s'est rien passé dans cette maison et que je ne l'ai pas tuée. Mais vous n'en savez rien puisque vous dormiez. Vous insinuez que je l'ai tuée? Ah oui, ça je l'insinue. Sinon, c'est qui vient dans cette maison pour la tuer sans laisser de traces? Mais l'accusé ne craque pas. La cour retient maintenant son souffle et guette la réaction de Cédric Jubilard quand la présidente commence à lire une lettre bouleversante que son fils Louis, 11 ans, a tenu à adresser au juré. Il veut raconter qui était son père. Il ne l'appelle plus papa, mais Cédric. Cédric m'insultait beaucoup, comme petit ou gros con. Une fois, il a tapé tellement fort derrière la tête qu'une de mes dents s'est arrachée en tapant la table du salon. Après la disparition de maman, on a déménagé chez mamie et papy. Et c'est mamie qui s'est occupée de Elia et moi. Cédric ne s'est pas occupé de moi, ni de ma sœur, c'était dur. Monsieur Jubilard, qu'avez-vous à répondre? Je trouve ça triste. Malgré l'émotion suscitée dans la salle, le principal intéressé reste de marbre, sans réaction massive. La déception est palpable. Les débats sont clos. Place aux avocats. Ils entrent en scène pour plaider. Ici, tout est malheur. La mort de Delphine est un malheur. La culpabilité de Cédric Jubilard est un malheur. La décision que vous rendrez ne sera pas un bonheur pour qui que ce soit. Mais vous aurez fait votre devoir envers Delphine. Il ne hurle pas son innocence parce qu'il n'a pas le script de l'innocence. Et d'ailleurs, ça se joue comment l'innocence? Il ne sait pas. Alors il reste sur le terrain du mensonge qu'il a construit parce qu'il peut y tenir le premier rôle. Nous ne sommes que 2.
Mais nous sommes les dernières voix d'un homme écrasé depuis plus de 4 ans et qui ne sait plus comment dire qu'il est innocent. Il le dit certainement mal, mais doit-il le dire en hurlant? Doit-il le dire en pleurant? Doit-il le dire en chuchotant? Rien de ce qu'il dira ne satisfera personne. Cédric Jubilard est désincarné. C'est un corps qui ne résonne plus. Oui, Cédric, c'est insupportable. Il est vidé de sa caisse de résonance. Il ne crie plus, ne pleure plus. Il a répété « Je suis innocent », alors il s'en remet à nous et à vous. Dans la salle des délibérés, la voix de ses avocats a peut-être résonné à l'heure du choix, quand ces 6 jurés, 4 hommes et 2 femmes, ont dû décider en leur âme et conscience. Aidés de la présidente et de ses assesseurs, ces citoyens ont confronté les arguments, mis en balance ce qui accuse et ce qui disculpe, pour trancher après 6 heures de délibérés. Ils ont choisi de reconnaître Cédric Jubilard coupable et de le condamner à 30 ans de prison pour le meurtre de son épouse. Non, attention! À l'issue de ce verdict, Cédric Jubilard a fait appel de cette décision.